Imaginez un homme qui signe des traités avec les puissants du monde, qui décide d'envoyer des soldats au loin, qui accueille une province entière dans le giron d'un pays, et qui, le soir, rentre lentement à pied dans une petite maison de briques, s'assied face à sa femme. La même depuis des décennies, puis relit en silence une page cornée d'un vieux livre de droit. On l'appelle « Oncle Louis ». Un surnom presque trop doux pour un chef de gouvernement. Où sont les scandales, les coups de théâtre sentimentaux, les silhouettes d'amantes qui traversent les couloirs du pouvoir? Et si le vrai mystère, justement, c'était l'absence de tumulte, un dirigeant au cœur calme dans un siècle d'ouragan? Voilà l'histoire de Louis Saint-Laurent, 12e Premier ministre du Canada, une vie qui mêle le grondement des grandes décisions et la sobriété d'une fidélité réputée sans faille. Il naît le 1er février 1882 à Compton, au Québec. Une enfance de campagne, de froids hivers et de chemins boueux, avec la sensation que le monde se joue ailleurs, à Montréal, à Ottawa, à Londres. Le jeune Louis a pourtant déjà cette rectitude qui fera sa légende, des cahiers tenus au cordeau, des phrases mesurées, et une politesse qui frôlait la timidité. Plus tard, il deviendra avocat, l'un des meilleurs de sa province, cette espèce de chirurgien des mots qui ouvre un code civil comme on entr'ouvre une serrure délicate. Il gravit le barreau, plaide devant les plus hautes cours, gagne la confiance des clients les plus coriaces. Rien d'explosif, mais tout efficace, le style Saint-Laurent. Puis vient 1906, un bal, des rires mêlés de buées d'hiver, des regards qui se croisent à Québec. Elle s'appelle Jeanne Renaud. On s'imagine la scène comme une photographie sépia. Un homme en habit sombre, une jeune femme au port de tête volontaire, et, derrière eux, le murmure d'une époque qui change. 2 ans plus tard, le 19 mai 1908, ils se marient. Les années, aussitôt, s'organisent autour d'un foyer qui grandit, 5 enfants, Marthe, Renaud, Jean-Paul, Thérèse et Madeleine. Des horaires chronométrés, un mari qui court du cabinet au dossier, une épouse qui refuse de se laisser happer par l'étiquette et la mondanité. On racontera qu'elle n'aimait pas l'avion, qu'elle traînait parfois les pieds pour quitter Québec, qu'elle ne se réconciliera jamais tout à fait avec Ottawa, et que, pourtant, on la voyait, droite, lors des tournées, apparaissant comme un ancrage. Jeanne, colonne vertébrale silencieuse. La politique, au départ, n'était pas son destin. Louis se tient longtemps à distance des comités et des joutes parlementaires. Mais l'histoire, elle, insiste. 1941, en pleine guerre, Mackenzie King lui demande d'entrer au gouvernement comme ministre de la Justice. Le technicien du droit devient l'homme de confiance, celui qui ne court pas les micros, qui ne cherche pas la lumière mais clarifie, tranche et recoue. En 1946, nouveau virage, secrétaire d'État aux affaires extérieures. L'avocat de Compton se retrouve à parler d'alliances, de paix froide, de frontières lointaines, et, bientôt, à peser dans la naissance d'un pacte militaire transatlantique, l'OTAN, où le Canada s'affirme. Puis, en 1948, King se retire, Saint-Laurent, presque à contre-cœur, devient chef du Parti libéral et Premier ministre. Le pays retient son souffle, cet homme réserve saura-t-il séduire les foules? Il arrive en manche de chemise, serre des mains, discute avec des enfants. Le public le baptise, Oncle Louis. Et le Canada lui signe un mandat massif en 1949. C'est là que notre fil intime croise la grande histoire. Jeanne n'est pas une première dame, au sens hollywoodien du terme, et c'est justement ce qui fera sa présence sans performance. Lorsqu'en 1951, le gouvernement achète une résidence officielle au 24, promenade Sussex, c'est le couple Saint-Laurent qui l'inaugure. Mais elle n'en fait pas une scène, Jeanne préfère les repères familiers, les habitudes de Québec, les conversations lentes. Elle n'aime pas voler. Elle supporte sans adorer Ottawa. Ce refus de jouer la comédie de la capitale intrigue les journalistes, pourtant, il ancre l'image d'un tandem conjugal qui ne sacrifie pas sa sincérité aux attentes du protocole. Là où d'autres couples de dirigeants se donnent en spectacle, Louis et Jeanne semblent préserver un cerceau d'intimité que l'on ne franchit pas. Pendant ce temps, au sommet, les décisions avalanchent. Le Canada se projette dans l'après-guerre, paie ses dettes, étend les programmes sociaux, allocations familiales, pensions de vieillesse. Bourses et financements universitaires, l'assurance hospitalisation qui préfigure la santé universelle, muscle ses infrastructures. C'est l'ère des projets colossaux, le pays prend de l'ampleur. NATO, guerre de Corée,
Saint-Laurent sur toutes les lèvres des chancelleries, un Canada puissance moyenne qui s'assume, qui parle au monde sans hausser la voix. On l'oublie souvent, mais sous son mandat, la Cour suprême du Canada devient l'ultime instance d'appel, et la Constitution fait un premier pas vers sa patriation. 1949 encore, Terre-Neuve, après 2 référendums haletants, rejoint la Confédération. Un pays qui gagne une île, et un Premier ministre qui rentre tard à la maison. Dans la cuisine, on imagine Jeanne qui réchauffe le repas. La politique change la carte, mais l'amour protégeait la routine. Dans cette montée en puissance, où sont les intrigues? Les historiens ne trouvent pas d'ombre portée de scandales sentimentaux. Aucune preuve publique d'aventure extra-conjugale ne hante sa biographie. Et ce silence, loin d'être fade, devient presque contre-culturel dans un XXe siècle friand de drames privés au sommet de l'État. Il y a eu, bien sûr, le frisson des affaires d'espionnage, le retentissement de Gouzenko et de la guerre froide qui traverse Ottawa. Mais sur le terrain intime, Saint-Laurent incarne cette sobriété québécoise au nerf d'acier. Les sources standards, biographies, notices savantes, compilations politiques, dressent le portrait d'un homme sans frasque d'eau. L'armature morale se confond avec son style administratif. C'est peut-être là, précisément, que naît le suspense de son histoire. Plus le pouvoir l'emporte, plus on s'attend à ce que la vie personnelle se fissure, le schéma classique des tragédies politiques. Or, à mesure que le Canada étend son influence, la maison Saint-Laurent tient. Les enfants grandissent, l'un d'eux, Jean-Paul, marchera un temps dans les pas du père en politique. Les voisins, eux, racontent un Premier ministre courtois, presque pudique, dont les traits s'adoucissent au contact du public. On peut le voir, sur les routes électorales, s'incliner vers un bambin hilar, lui tendre la main avec une bonhomie naturelle, la puissance désarmée par la tendresse. Peut-être que le vrai secret, ce n'est pas absence d'intrigue, mais la présence d'une complicité si évidente entre Louis et Jeanne, qu'elle rend superflue la tentation du scandale. Et pourtant, ne nous y trompons pas, la tension est ailleurs, et elle monte, comme dans un roman politique. Saint-Laurent, l'homme boussole, se retrouve à arbitrer des fractures nationales, langues, religions, régions, avec cette volonté de ne jamais sacrifier l'unité. Il répétait que la politique extérieure ne doit pas déchirer le pays, qu'un Canada désuni serait impuissant. Cette maxime n'est pas qu'un slogan, c'est une éthique conjugale transposée au collectif, une manière de gouverner comme on préservait un couple en évitant les humiliations publiques, en parlant doucement, en gardant le lien au centre. Au cœur des tempêtes, l'image donc Louis gagne alors en densité, il n'est pas le compteur sucre d'une enfance nationale, il est le gardien du fil. Au pied des étapes décisives, la voie maritime du Saint-Laurent à l'horizon, les alliances militaires qui se resserrent, l'économie qui vrombit, on imagine cette double scène, d'un côté, les cartes et les décrets, de l'autre, les mains jointes autour d'une table. Un soir d'hiver, Jeanne qui murmure qu'Ottawa n'est pas Québec, que les avions la rendent malade, mais qu'elle viendra, encore, parce que l'amour est aussi une logistique et un sacrifice discret. Cette logistique du cœur, peu spectaculaire, constamment rejouée, devient le ressort intime d'un pouvoir que d'aucuns jugeaient terne, et qui, vu de près, pulse d'une intensité stoïque. Ce portrait, bien sûr, ne nie pas les zones d'ombre. Il y a les fatigues, les renoncements, l'usure électorale qui finira par emporter Saint-Laurent en 1957, et, plus tard, une vieillesse. Revenu à Québec, ville de départ. Mais, à ce stade du récit, l'important est ailleurs, c'est l'énigme d'un Premier ministre sans roman noir, d'un couple qui traverse le centre du pouvoir sans se consumer dans l'éclairage. À l'ère des biographies, à scandale, l'histoire de Louis et Jeanne ressemble à un contre-exemple lumineux. Elle exige une autre caméra, un gros plan sur la constance, une contre-plongée sur les vertiges maîtrise, une voix off qui choisit les silences autant que les éclats. Et si nous prenions maintenant ce silence à bras-le-corps pour écouter les voix des témoins, regarder de plus près les archives. Les dates, les textes, les petites mentions qui, mises bout à bout, dessinent une topographie sentimentale crédible. Une biographie de référence signée par un proche collaborateur, des notices académiques qui notent l'étonnante sobriété de sa vie privée, des entrées encyclopédiques qui détaillent les enfants, les fonctions, les années exactes. Rien qui morde, mais tout qui tient. C'est ainsi que monte une autre forme de tension, non pas celle d'un secret honteux, mais celle d'un paradoxe, un homme public majeur.
une vie privée ordinaire, que notre époque peine parfois à croire et qui, précisément pour cela, fascine. Il y a des couples politiques faits pour la scène, et des couples faits pour tenir la coulisse. Louis et Jeanne appartiennent farouchement à seconde catégorie. Imaginez la capitale figée par un hiver bleu, la vapeur qui sort des bouches d'égout, les limousines noires qui déposent ministres. Et diplomates sous les lanternes de la colline, et, dans une maison où l'on éteint tôt, une femme qui ferme à clé un tiroir rempli de lettres et de photos d'enfants, comme si la mémoire devait être rangée avant que la politique n'entre. Jeanne Renaud, née à Beauceville en 1886, rencontre Louis à Québec en 1906, lors d'une soirée dont on n'a conserve aucun cliché. Seulement l'écho des témoignages, 2 ans plus tard, le 19 mai 1908, ils se marient. 5 enfants suivront. Ici, la biographie ne fait pas d'effet, elle aligne des dates, des prénoms, des domiciles. C'est au ton que l'on mesure l'exception, une discrétion tenace qui résistera jusque dans le vacarme d'Ottawa. Regardez la scène suivante comme un plan séquence. 1951, on rénové 24, promenade Sussex à Ottawa, vaste bâtisse de pierre au bord de la rivière, destinée à devenir la résidence officielle du Premier ministre. Des ouvriers transportent des tapis, on accroche des rideaux neufs, on frotte les cuivres jusqu'au reflet. Le pays s'invente un symbole domestique du pouvoir, et Louis Saint-Laurent en sera le premier occupant. Pourtant, ce n'est pas une conquête, c'est un compromis. Jeanne s'y installe parce qu'il le faut, parce que la fonction exige une adresse. Elle voyagera aux côtes de son mari, mais refusera l'avion, elle ne se réconciliera jamais tout à fait avec Ottawa, préférant l'air, les visages et les habitudes de Québec. Cette résistance douce, à l'époque, étonnait les chroniqueurs, une première dame, qui ne joue pas les vedettes, qui déteste voler. Et n'aime pas la capitale. C'est précisément ce frottement, entre la pompe d'un lieu et l'obstination d'un caractère, qui donne à leur histoire sa texture humaine. Entre ces murs pourtant, l'histoire frappe à la porte. Car au-delà du mariage, il y a une façon d'aimer qui rejaillit sur une façon de gouverner. Dans le cabinet, Saint-Laurent garde le ton de l'avocat précis, pas de phrases flamboyantes, des décisions charpentées, un souci de cohésion nationale qui traverse ses discours. Dehors, le pays change d'échelle. Terre-Neuve rejoint la Confédération en 1949, la guerre froide redessine les lignes, l'OTAN naît. La même année, et le Canada trouve sa voie de puissance moyenne, ferme, posée, indispensable. Ces chantiers dessinent la tension de notre récit, plus la carte bouge, plus l'intime tient, comme si la stabilité de l'un nourrissait l'audace de l'autre. Mais le cœur de cette partie, vous l'attendez, les relations avec les femmes. Et c'est là que surgit un paradoxe qui déroute l'imaginaire de notre époque, chez Saint-Laurent, aucune trace étayée de maîtresse. D'aventures clandestines, d'intrigues. Rien de ces récits d'alcôve qui fleurissent autour des chefs. Les sources savantes, les biographies de référence, les notices officielles dessinent un homme sans scandale prive, dont la vie conjugale n'offre pas prise au feuilleton. On voudrait peut-être un mystère, un nom griffonne dans une marge, une rumeur coriace, mais l'archive reste muette. C'est ce silence qu'il faut raconter, un silence actif, cultive, presque programmatique, à l'heure où la politique moderne invente précisément sa dramaturgie intime. Alors, pour que la tension demeure, il faut changer de focale. Oubliez la chasse au scandale, et regardez comment l'absence d'intrigue façonnait la politique. Imaginez Saint-Laurent en campagne, printemps 1949. Son train ralentit. Sur le quai, des adultes massent, des journalistes, des pancartes. Et lui, au lieu de foncer vers les micros, glisse vers un groupe d'enfants, s'accroupit, plaisante, écoute. Un reporter rentre à l'hôtel et balance un titre comme un verdict, Uncle Louis Quatelose. L'étiquette colle, la foule suit, la majorité devient écrasante. Ce que la chronique électorale décrit comme du « charme » est en réalité un geste moral, l'attention aux vulnérables, le refus de la posture virile. Et au foyer, cette même tendresse anti-spectaculaire, celle qui respecte la peur de l'avion, qui supporte la nostalgie de Québec. Devient une politique, l'empathie comme méthode. Au-delà du couple, il y a les filles et les fils, les sœurs, les militantes, les journalistes qui croisent sa route. On pourrait multiplier les silhouettes, secrétaires au pas vif, correspondantes qui apprennent la diplomatie au rythme des conférences. Bénévoles de circonscription, mais ce serait trahir l'esprit du temps, la trace écrite de ces femmes reste maigre, tant la culture
Politique des années 1940 à 1950 reléguer les rôles féminins dans l'ombre. C'est un autre PAN du « silence », celui que l'histoire officielle fait peser sur l'engagement des femmes. Dans les albums, on voit Jeanne au bras de Louis, sourire discret, robe sombre, présence d'Amar dans un monde d'hommes. Il n'y a pas des « intrigues » à raconter, mais il y a une dette à reconnaître, la stabilité du pouvoir de Saint-Laurent boit beaucoup à cette constance féminine qui choisit d'exister sans réclame. Puis surgit une image choc, sans sexe mais avec une puissance émotionnelle, une maison officielle flambant neuve, et une femme qui n'y croit pas. Les journalistes voudraient la voir prendre possession des lieux, orchestrer des réceptions, figer l'idéal d'une « première dame » moderne. Elle compte les heures loin de Québec, éviter l'avion, accepte par devoir. Cette dissonance, architecture du pouvoir contre gravité domestique, raconte plus sur l'intime que 1000 rumeurs, l'amour, chez les Saint-Laurent, n'est pas une scène, c'est une logistique. On choisit les trains plutôt que les avions, on ménage des retours, on protégeait une routine derrière la façade. Et c'est ainsi que, parfois, la pudeur devient subversive. La caméra recule, le monde entier s'invite dans le salon. Naissance de l'OTAN, guerre de Corée, réaménagement des institutions, le Conseil privé de Londres cesse d'être l'ultime recours, la Cour suprême s'impose dans l'ordre juridique. Chaque dossier appelle des arbitrages qui entament l'âme, loyauté, région, langue, conviction. Beaucoup s'effondrent sous ces pressions. Saint-Laurent, lui, durcit sans s'assécher, il défend, tranche, mais garde ce visage d'ongle attentif. Le secret, peut-être, tient à Jeanne, à ses refus cals, à cette force négative qui dit non au fracas et au jeu des apparences. Dans un siècle friand d'hommes romans, le couple impose un anti-roman. Bien sûr, nous ne sommes pas naïfs, le silence n'est pas une preuve, et l'absence de scandale ne garantit pas absence de fissure. Mais nous sommes conteurs honnêtes, aucune source robuste ne décrit des amantes, des liaisons, des intrigues attribuées à Saint-Laurent. La pudeur des élites d'alors, la déférence des médias, la culture catholique de la société québécoise d'origine, tout cela réduit la visibilité de l'intime. Pourtant, quand les preuves manquent, on n'invente pas. On raconte le cadre, une époque, un couple, une manière d'être au monde. Et, paradoxalement, ce cadre bouleverse, combien de chefs ont su traverser le pouvoir sans s'éparpiller en drames privés? Ici, le spectaculaire, c'est la retenue. Et l'émotion, c'est la fidélité. Revenons au quai de gare, au sourire aux enfants, à ce surnom qui lui collera comme une seconde peau, Uncle Louis. Ce n'est pas qu'un coup de plume d'un reporter, c'est une lecture morale d'un personnage public, la tendresse comme politique. C'est aussi une ombre portée sur l'idée même des « intrigues », on a du mal à superposer le visage de ce grand-père gentil, Papa Louis. Au Québec, avec le cliché du séducteur clandestin. Le surnom, les photos, les témoignages récurrents étouffent la rumeur comme une couverture épaisse. Et pourtant, la tension monte encore, non pas en révélation, mais en choix. Car tenir à deux dans la lumière ne va jamais de soi. Jeanne vieillit loin des avions, près des siens, Louis s'obstine à arrondir les angles d'un pays tour à tour bilingue et rétif, catholique. Et laïque, urbain et rural, atlantique et pacifique. Dans ce grand écart, on pourrait craindre la cassure. Elle ne vient pas par la passion. Elle viendra par l'usure, celle de la fonction, des campagnes, des nuits trop courtes. Et, plus tard, par le temps qui empile ses hivers. Jeanne meurt en 1966 à Québec, Louis suivra en 1973, âge de 91 ans. Entre ces deux dates, il y a des repas, des anniversaires, des petits-enfants, le prive rattrape le public et clôt l'anti-roman part. Où il commence, la maison. Avant de tourner à page, une dernière image, le vestibule de 24 Sussex, un soir d'hiver. Le manteau de laine sombre de Louis, l'odeur froide de la pierre, un agenda glisse dans une poche intérieure, et, posé sur une petite table, une enveloppe écrite d'une main familière, l'écriture de Jeanne, quelques mots qui tiennent lieu de monde. On ne saura pas ce qu'ils disent. Et c'est très bien ainsi. Car, à cette histoire, le manque fait sens, le pouvoir, ici, ne s'est pas nourri de conquêtes intimes, mais de renoncements-partage. Et c'est ce paradoxe, un premier ministre sans scandale, une épouse sans scène, qui rend leur trajectoire si étrangement magnétique. Pour nos yeux sature de drame. À l'apogée de sa popularité, on pourrait croire que rien ne peut atteindre Louis Saint-Laurent. L'économie ronronne,
les routes poussent comme des veines neuves à travers le pays, la politique étrangère du Canada trouve une voix posée et sûre d'elle. Puis survient un dit humain, presque trop humain, qui deviendra un fil de tension, la fatigue. Au début de 1954, Saint-Laurent entreprend un tour du monde de 42 jours pour mieux voir les problèmes que nous devons affronter ensemble. 12 pays, des capitales qui changent de parfum, des poignées de main qui collent à la peau. À son retour, ses proches notent un affaiblissement, des signes d'usure, ce début de déclin, dont parlera un biographe. La caméra s'attarde sur un geste infime. L'homme, d'ordinaire si droit, s'assied un peu plus lourdement. Le héros collectif devient soudain mortel, et c'est de là que repart notre récit. Pendant que la fatigue s'installe, la grande diplomatie exige des nerfs d'acier. Le Canada s'est fait un rôle, puissance moyenne fiable, jointe à l'OTAN, présente en Corée, le pays apporte aux crises la calme intelligence d'un voisin raisonnable. Au cœur de cette ligne, Saint-Laurent fixe un cap, fermeté, multilatéralisme, et, quand il le faut, soldats. Dans la guerre de Corée, il appuie l'envoi de contingents importants. Le 7 août 1950, il s'adresse à la nation. Notre objectif n'est pas de faire la guerre. Nous faisons de notre mieux pour l'empêcher, prévient-il, lucide sur le risque d'un embrasement mondial. Derrière le timbre rassurant, on entend la crainte nue d'un père et d'un grand-père. Les images de l'époque frappent. Saint-Laurent en hélicoptère de l'armée américaine sur un poste de secours en Corée, dossier sombre. Lunettes, moustache blanche. Ce n'est pas l'iconographie d'un conquérant, mais celle d'un gestionnaire de paix. Cette posture deviendra cardinale en 1956, quand l'allié britannique s'empêtrait à Suez, c'est Lester B. Pearson, ministre des Affaires extérieures de Saint-Laurent, qui porte à l'ONU l'idée audacieuse d'une force d'interposition. Le monde baptise cela « peacekeeping ». Pearson récolte un Nobel en 1957. Saint-Laurent, lui, prend la lumière en plein visage, l'éthique canadienne qui la promue tient, mais la politique intérieure, elle, grince. Car le drame qui vient n'est pas géopolitique, il est parlementaire, presque domestique, et il pèse d'autant plus qu'il en prend. Collision avec la mécanique intime du couple Saint-Laurent. Imaginez le décor, Ottawa, mai-juin 1956. Le projet est colossal, presque mythique, une canalisation transcontinentale pour amener le gaz naturel de l'Ouest vers l'Ontario. Et le Québec, l'artère d'un pays moderne. Dans l'enceinte de la Chambre des communes, la confrontation s'enflamme, procédure, financement, influence américaine, urgence économique. Et puis le geste fatal, le gouvernement recourt à la clôture pour abréger le débat. Sur le papier, c'est légal, politiquement, c'est perçu comme un abus de force après 22 ans de règne libérale. Le public n'entend plus les chiffres ni les plans, il n'entend qu'un bruit, celui d'une porte qu'on claque au nez du Parlement. L'affaire s'inscrira en lettres noires sous un nom reste célèbre, le « pipeline de Batte ». Regardez maintenant la contre-scène, Jade, qui n'a jamais aimé Ottawa, qui refuse l'avion, qui accepte de tourner avec son mari. Par devoir, voit cette cacophonie s'emparer du foyer. On imagine les soirées où le plateau de fromage reste intact, où les enfants, devenus adultes, téléphonent pour rassurer. La maison officielle de 24, promenade Sussex, inaugurée par le couple en 1951, a des murs épais mais pas dentelle, elle n'amortit pas les rumeurs. Jeanne a tenu pendant des années à distance série, par logistique du cœur, la voilà confrontée au vacarme d'un pays entier. Le contraste est à couper au couteau, la pudeur d'un couple face à la clameur démocratique. Les adversaires flairent la brèche. John Diefenbaker donne du coffre à l'indignation. Les éditorialistes parlent de fatigue, d'arrogance, d'appareil trop sûr de lui. Et si la défaite de 1957 ne tenait pas à un grand scandale, mais à une erreur de tempo, ce pas de trop dans un parlement électrique. Ajoute à l'épuisement d'un chef qui a trop donne. Les chiffres électoraux scelleront la bascule. Les progressistes conservateurs arrachent la victoire, mettant fin à près de 22 ans de domination libérale. Saint-Laurent devient chef de l'opposition, puis, en 1958, se retire. La vie redeviendra le cabinet d'avocats, Québec, les archives. Ce soir-là, dans la maison silencieuse, on imagine Jeanne qui éteint une lampe et laisse la nuit faire son travail. Revenons pourtant à la promesse initiale de notre récit, les femmes dans sa vie. C'est ici que le suspense prend une forme paradoxale. Car à l'instant même où l'on cherche les amantes, les intrigues, la légende d'alcôve, on ne trouve qu'un vide obstine.
Les biographies solides n'offrent aucune prise, la géographie n'en fait pas des tonnes, les notices académiques confirment les dates, les prénoms, les fonctions, les grands chantiers, mais pas de roman noir. L'étiquette « Oncle Louis », qui s'était imposée en campagne de 1949 après une scène célèbre sur un quai de gare, lui délaissant. Les journalistes, pour parler aux enfants, a fait plus que le rendre sympathique, elle a blindé l'imaginaire collectif contre la rumeur. Qui veut croire aux aventures d'un grand-père bienveillant? Le mythe public s'oppose au fantasme privé et le réduit au silence. Mais le silence n'est pas le vide. Si l'on élargit la focale, on voit apparaître sur les tirages photographiques une constellation de secrétaires, de journalistes, de militantes locales qui peuplent l'ombre du pouvoir. La culture politique des années 1940-1950 les reléguée à l'arrière-plan. C'est une injustice structurelle plus qu'un choix. Pourtant, même là, rien, pas la moindre trace matérielle d'une relation qui casserait la ligne du mari fidèle. Les archives fédérales documentent à l'excès son image, lecture pour des enfants, poignée de main, regard de côte, sourire discret. Le récit de elle, oncle, continue d'absorber la lumière. Ce qui demeure, alors, ce sont des décisions et leurs coûts humains. La nuit où le gouvernement bascule vers la clôture en 1956, on peut presque entendre, sous la clameur, un bruit plus fin, celui des un crayon qui rature dans l'agenda, retour à Québec, parce que Jeanne ne veut pas voler, parce que la campagne qui s'annonce sera en train. La logistique conjugale et la logistique nationale entrent en collision. Et il y a quelque chose de poignant à imaginer que la défaite de 1957, si politique soit-elle, a aussi laissé derrière la porte une femme soulagée de quitter la maison qu'elle n'aimait pas. Les sources nous disent qu'elle ne s'est jamais réconciliée avec Ottawa. Il n'est pas interdit, pour un conteur honnête, d'entendre là un soupir. Le lendemain de la défaite, le pays découvre une autre vertu, la grâce du retrait. Saint-Laurent, qui aurait pu s'arc-bouter, passe la main et reprend le droit. Le contraste avec la violence symbolique du pipeline de Batte est saisissant, on quitte l'Assemblée à pas mesure, on descend l'escalier sans théâtre. Les voisins, à Québec, racontent un homme courtois, disponible, traversant la rue pour saluer un enfant qui le regardait comme on regarde un monument. La puissance est redevenue proximité. Et notre histoire, qui n'a pas trouvé de maîtresse, a trouvé mieux, une cohérence morale où l'intime et le public se répondent, et, parfois, se sauvent. À la faveur de ce crépuscule, un dernier retour en arrière éclairait l'ensemble, en 1949, quand Terre-Neuve entre dans la Confédération. Saint-Laurent taille les premiers coups de ciseaux sur la pierre d'un monument. En 1949 toujours, le Canada signe le pacte atlantique. Quelques années plus tard, nos soldats reviennent de Corée. Ce triptyque intégré, lié, contenir, dessine l'intention profonde d'un mandat. Et si la tempête procédurale de 1956 emporte un gouvernement, cette intention, elle, a tenu bon, un pays plus grand, plus relié, plus présent au monde. Ce n'est pas une romance clandestine. C'est une œuvre, et parfois les œuvres d'amour ressemblent à cela, des infrastructures, des traites, des soins. Le rideau tombe sur une image volontairement double. D'un côté, la chambre des communes bruissante, les bancs verts, l'écho d'un « question ». Qui claque encore? De l'autre, une valise en cuir posée près d'une porte, une étiquette, Québec, et, sur le lin, l'odeur rassurante d'une maison qui attend. L'homme public redescend l'escalier, pas comme un prince déchu, mais comme un père qui rentre. Dans la poche intérieure de son veston, on imagine un billet de Jeanne, quelques mots simples, peut-être une blague sur ses avions. Qu'elle ne prendra jamais, ou un rendez-vous pour un dîner à heure fixe. Au pays des rumeurs, le programme d'atterrissage du cœur a parfois plus de panache que les histoires de conquête. La neige, à Québec, tombe parfois comme une gomme blanche sur le tableau des années, elle efface les contours, mais laisse les creux. Après la défaite de 1957 et le retrait en 1958, Louis Saint-Laurent remet sa vie en ordre comme on replie une carte trop déployée. Un geste applique, sans drame. Il retourne au droit, à l'odeur du papier et au silence des cabinets. Les Canadiens, abasourdis par la rupture politique et 22 ans de règne libéral balais, découvrent dans l'ancien Premier ministre ce qu'ils aimaient déjà sans toujours le formuler, une grâce du retrait. Le pays change de voix, la sienne s'abaisse, ne cherche ni revanche ni règlement de compte. C'est un style, presque une morale. Ceux qui passent près de lui racontent un homme encore courtois, un peu fatigue, mais fidèle à cette réserve qui aura sculpté sa légende.
Or, si l'on retire l'éclairage du pouvoir, que reste-t-il d'une histoire avec les femmes, quand elle n'a pas pris les chemins de traverse? Jeanne Renaud, épouse depuis 1908, demeure le centre de gravité, non pas l'ombre, mais la lumière basse qui donne du relief aux choses. On l'a dit et redit, elle refusait l'avion, n'aimait pas Ottawa, tolérait 24 promenades Sussex par devoir, non par goût. En 1951, c'est pourtant le couple Saint-Laurent qui devient le premier à occuper la résidence officielle nouvellement instituée. Les historiens retiennent ce geste comme un tournant matériel de la fonction, une sorte d'invention domestique du pouvoir canadien moderne. Mais derrière la pierre et les gardes, il y a une femme qui compte les billets de train, qui ajuste un châle et qui regarde parfois la rivière en se demandant quand ils rentreront à Québec. Jeanne s'éteint le 14 novembre 1966, à Québec. On imagine l'appartement soudain trop grand, le porte-manteau où un vêtement reste accroché plus longtemps que prévu, l'écho des enfants. 5 qui s'organisent pour veiller au père, chacun avec sa corde sensible. Les notices n'y mettent pas d'emphase dramatique, elles notent la date, le lieu, la biographie serrée d'une épouse, discrète. Et c'est peut-être le point, l'histoire officielle manque de mots pour la pudeur. Tout aura été dit sobrement, leur rencontre à Québec en 1906, les noces du 19 mai 1908, les tournées où elle accompagne, s'envoler. La répugnance durable pour Ottawa, comme si un dictionnaire pouvait mesurer une fidélité. Mais cette fidélité a eu des conséquences politiques, elle a stabilisé un homme, humanise une fonction, résisté au folklore des couples qui s'éparpillent. On pourrait dire, pas d'intrigue. Pas d'histoire. Ce serait rate. Car l'absence de scandale ne produit pas le vide, elle déplace la dramaturgie. Là où l'on s'attendait à des non-chuchotes dans les couloirs, on trouve des décisions qui engagent des destins, et, parmi elles, celles qui reconfigurent l'architecture intime du pays. Souvenez-vous de 1949, l'entrée de Terre-Neuve dans la Confédération. Saint-Laurent, ciseaux à la main, taille les premiers coups sur la pierre d'un monument, à minuit moins une image lourde de symboles. Presque biblique, d'un pays qui s'agrandit sous un geste mesure. Le conteur que je suis imagine Jade, ce soir-là, qui écoute la radio à faible volume, notant l'heure au crayon sur un coin de nappe. Il faut aussi rappeler que sous Saint-Laurent, le Canada adopte la posture d'une puissance moyenne assumée, autant en 1949, qu'aurait au début des années 1950, et, au cœur des orages, une doctrine qui tient sur un fil, agir sans se diviser. La formule n'a rien d'un slogan vide, que nos politiques extérieures ne détruisent pas notre unité, elle signale une compréhension intime du pays bilingue, biculturel, régional. Cette ligne, patiemment posée avant même son accession au sommet, explique beaucoup de la manière Saint-Laurent, multilateraliste, pragmatique. Peu narcissique, prêt à envoyer des soldats si la paix a besoin d'une fermeté concrète, mais rétif à tout romantisme belliciste. C'est une politique de caractère qui rejoint la politique du couple, tenir, coudre, éviter de déchirer. Puis, il y a 1956 et le pipeline de Batte, ce champ de mine procédural où on entend encore, dans les archives, la porte qu'on claque sur un parlement à cran. Le gouvernement impose la clôture pour accélérer l'autorisation d'un gazoduc transcontinental vital à l'Ontario et au Québec, politiquement. C'est le coup de trop, l'étincelle qui cristallise 22 ans d'usure libérale. L'affaire nourrit l'indignation, fournit une scène à John Diefenbaker et précipité l'alternance. On a beau replacer l'épisode dans l'urgence industrielle d'un pays en plein boom, le théâtre démocratique retient surtout le geste. Un rouleau compresseur procédural. Dans les salons, on cherche le scandale intime, mais c'est le scandale institutionnel qui coule le pouvoir. Reste la question qui nous accompagne depuis le début, quelle femme autour de lui, au-delà de Jeanne? Des secrétaires, des journalistes, des militantes locales, des ministres aussi, beaucoup d'hommes, soyons honnêtes, dans un monde qui reléguait les femmes au second plan. La documentation visuelle des années 1949 à 1957 montre Jeanne à ses côtes, peu loquace, montre Louis penche vers des enfants sur un quai de gare, l'instant qui scellera le surnom, Uncle Louis, montre des conférences où les diplomates occupent la table, tandis que l'intendance affective reste hors champ. Dans cette constellation, aucune trace probante de maîtresse ou d'intrigue. Ce n'est pas une version édulcorée de l'histoire, c'est l'état vérifiable des sources. Et si l'on devait dénicher une romance, elle tiendrait à une éthique, la manière d'être attentif aux enfants sur un quai, à
Une épouse qui ne vole pas, un pays qui ne doit pas se briser sur ses lignes de faille. Parlons justement de Jean-Paul Saint-Laurent. L'aîne des fils, avocat lui aussi, sera élu à la Chambre des communes pour Témiscouata dans les années 1950. Une façon de marcher un instant dans la trace du père, pas assez pour dessiner une dynastie, assez pour souligner que la politique. Chez les Saint-Laurent, circule comme un devoir plus que comme une aventure mondaine. L'image est importante, elle arrime la filiation à la décence plutôt qu'à la conquête. La mémoire nationale, elle, a ses propres topographies. 24, promenade Sussex devient, au fil des décennies, un symbole encombrant, fierté architecturale, mais aussi bâti fragile, trop peu rénové, aujourd'hui vide. On sourit en se rappelant que Saint-Laurent fut le premier à y poser ses valises au printemps 1951, on se souvient qu'il le fit sans triomphalisme, presque à contre-cœur, le juriste pragmatique acceptant de donner un foyer à la fonction. C'est une ironie de l'histoire, la maison qui symbolisait la domestication du pouvoir fini, de nos jours, par incarner un problème. Domestique, tuyau, fils, sécurité, comme si la politique, même chez elle, n'était jamais tout à fait à l'abri. Reprenons le fil intime. Après 1966, Louis vit seul. Que dit-on d'un veuf qui traverse le sommet du pouvoir? Qu'il marche, qu'il lit, qu'il répond aux invitations avec parcimonie, qu'il vieillit dans une dignité presque paysanne. Les biographes notent son décès en 1973 et sa sépulture à Compton, refermant la boucle avec une précision de greffier. Et c'est peut-être là que la narration, pour être fidèle, doit oser une image, celle d'un vieil homme qui rentre un soir d'hiver. Referme la porte avec prudence, et pose une main à plat sur la table vide. L'oreille croit entendre, dans le craquement du bois, le fantôme du temps où Jeanne rangeait des lettres dans un tiroir. L'amour, ici, n'a pas fait scandale, il a fait tenir. Alors, que raconte-t-on, astérisque, quand on promet des femmes, amantes, intrigues, et que l'archive répond par la tenue? On raconte un contre-roman. On raconte comment, à l'âge où la politique commence à jouer sa vie en feuilleton, un couple a choisi l'anti-spectacle. On raconte comment une femme, en refusant l'avion, en n'aimant pas Ottawa, en préférant Québec et les retours, a tenu la barre émotionnelle d'un mandat qui agrandissait la carte du pays. On raconte comment un homme public a mis en pratique, dans sa politique étrangère, la grammaire qu'il vivait à la maison, ne pas déchirer. On raconte, enfin, que l'absence de scandale n'est pas un défaut de récit, mais un défi au récit, comment faire dresser les poils. De l'auditeur sans duel d'alcôve? Avec des images vraies, le ciseau dans la pierre de 1949, la porte qui claque en 1956 écoute un gouvernement, la lumière de 24. Sussex allumé pour la première fois par un couple qui l'habite sans l'aimer, et, plus tard, le silence d'une table où manque 2 tasses. Il resterait, pour être complet, à dire ce que cette histoire veut faire à nos oreilles d'aujourd'hui. Elle propose une déflagration douce, et si le pouvoir, au lieu d'être l'addition de conquêtes, était la gestion obstinée de renoncements consentis. Et si le charisme consistait, parfois, à ne pas profiter et à payer un loyer quand on vous offre une maison, on la raconte, ce souci. De ne pas paraître profiter du bien public, à retarder un vol parce qu'on prend le train ensemble, à rentrer justement au bon moment. Pour ne pas que le pays se brise? Elle intrigue, devient alors ce qui se trame dans les zones non spectaculaires de la vie publique, la prudence, la patience, la fidélité. Et si l'on veut tout de même une scène finale, on la filmera ainsi, hiver 1973, la ville de Québec respire à peine sous le froid. Dans l'église, des visages se soulèvent à l'unisson, non pour un spectacle, mais pour l'adieu à un homme qui a mis le pays au centre. Les caméras s'éteignent. Au cimetière de Compton, la terre est ferme sous la neige. Le nom de Jeanne a déjà rejoint le sien. 2 dates. Une ligne. Et, entre les deux, ce que notre époque risque d'oublier, un amour sans roman noir, qui a soutenu un des mandats les plus structurants. De l'après-guerre, de l'OTAN à Terre-Neuve, d'un Canada qui se branche aux autres à un foyer qui, chaque soir, cherche les mêmes clés. L'ultime image? Une main qui éteint une lampe, doucement, parce qu'un pays bien gouverne commence par une maison bien gardée.